Aujourd'hui, on a Laurence Poirier, résidente en neurologie, directement d'Ottawa, qui est venue nous visiter dans les studios. On espère que vous allez bien apprécier l'épisode. Pour commencer, Laurence, j'aimerais ça, peux-tu te présenter? T'es qui? Tu fais quoi? Pourquoi tu es avec nous aujourd'hui? Oui, absolument. Donc, moi, je suis une résidente de 5e année en neurologie adulte à l'Université d'Ottawa. Puis, j'ai fait ma médecine à l'Université de McGill. Donc, j'ai grandi à Montréal. J'étais je pense que vous aussi, là, dans le pré-med directement du cégep en m'en allant à l'Université McGill. Puis, j'ai matché en neurologie à l'Université d'Ottawa. Puis, je finis bientôt ma résidence. Il reste 11 mois. Les comptes ont commencé. Oui, exactement. Puis, dans le fond, une des choses qu'on aime savoir, c'est finalement qu'est-ce qui a poussé nos invités à aller dans différentes disciplines. Donc, pour toi, la neurologie, qu'est-ce qui est... la médecine, mais qu'est-ce qui t'a poussé à aller en neurologie par la suite? Qu'est-ce qui t'intéressait? La médecine, ça a tout le temps été comme un pathway quand même assez clair pour moi depuis que j'étais toute petite. Comme j'ai travaillé comme sauveteur quand j'étais jeune, fait que j'aimais comme les situations de aiguës, d'aller rescue quelqu'un puis tout, tu sais. Fait que j'étais tout le temps vraiment intéressée par ce domaine-là. Puis j'hésitais entre médecine vétérinaire, médecine humaine. Puis j'avais été acceptée entre les deux, en fait. Puis moi, je montais à cheval quand j'étais petite, fait que je m'étais dit, je vais être la vétérinaire de l'équipe canadienne d'équestre puis tout. Puis finalement, j'avais été acceptée dans les deux, puis j'avais choisi de m'en aller en médecine régulière à l'Université McGill quand j'ai été acceptée après avoir fait mes entrevues au cégep. Puis, je suis rentrée me disant, justement, dans le volet de sport, je voulais aller en médecine sportive. C'était ça mon but quand je suis rentrée en médecine, mais j'étais quand même assez ouverte j'ai toujours été quelqu'un comme, je suis tellement ouverte à changer d'idée. Comme, convainc-moi de changer d'idée, puis ça va me faire plaisir de m'en aller dans ce domaine différent-là. Mais je savais un peu dans ma tête que je voulais quelque chose avec, quand même, justement, de la médecine aiguë, quand même. Tu sais, des cas... J'aimais l'intensité, j'aimais le fast-pace et tout ça. Donc, je me suis rendu compte assez rapidement que, en fait, la physiatrie, c'était pas quelque chose qui était assez, stimulant pour moi. Puis, j'aime ça, je dis tout le temps au monde, mais j'aime la médecine, tu sais, j'aime comme si quelqu'un demande, genre, y a-tu un doctor on the plane, lever ma main avec tu sais, asset, tu sais. Ça m'est arrivé pour la première fois récemment. Ah ouais? Ouais. Mais c'était boring, c'était une hernie. Mais quand même, tu veux... Mais quand même, t'as levé ta main puis t'as dit... Ouais, j'ai dit... I am the doctor in the plane. I'm the captain. C'est ça, tu sais. Je voulais le genre de training qui allait me permettre de répondre à des situations d'urgence puis de me sentir comme un médecin, tu sais, dans les shows de télé un peu. Comme Grey's Anatomy. Fait que j'ai adoré mes stages de chirurgie, d'urgence, en médecine puis tout. Puis les chirurgiens me disaient, va-t'en pas en neurologie, tu peux jamais rien faire pour les patients, tu fais juste donner des diagnostics terribles, puis comme il n'y a pas de traitement. C'est le stéréotype de neuro. Exact. Puis il pourrait pas avoir eu plus tort que ça. Je veux dire, la neurologie, c'est, avec peut-être l'oncologie, la branche de la médecine dans les dernières 2 décennies, mettons, qui a le plus explosé de façon exponentielle. Je veux dire, un AVC, il y a 20 ans, tu le diagnostiquais, puis les gens, ils s'en allaient en rehab, puis il n'y avait pas grand-chose à faire. Aujourd'hui, nos patients, ils sortent en marchant le lendemain matin parce qu'on leur a fait une thrombectomie super rapidement. Puis, tu sais, un domaine comme la sclérose en plaques, qui était un diagnostic presque, tu sais, un diagnostic de mort il y a quelques décennies aujourd'hui. On a des vingtaines de traitements et on fait des bone marrow transplants pour nos patients. Ils vivent une vie presque normale avec une expérience de vie, tu sais, presque normale. Fait que les chirurgiens qui me disaient ça dans ma médecine, ils étaient pas trop au courant de, tu sais, les dernières avancées c'est quelque chose qui a beaucoup évolué dans le temps. Super. Puis c'est ça que je trouve qui m'a attiré le plus vers la neuro au début, c'est que c'est un domaine qui est en exponentiel, puis on sait vraiment pas tout, puis on comprend vraiment pas tout encore du système nerveux, du cerveau en général. Fait que je dis souvent aux gens, tu sais, le cerveau, c'est la seule chose sur la Terre qui s'étudie lui-même. What do you mean by that? Ben, c'est la seule entité vivante qui s'étudie elle-même. Parce que le cerveau regarde tout seul dans le miroir des... Attends, mais t'as juste répété la même chose 2 fois. fait que si, mettons, le cerveau, tu sais, on en a tous un, puis c'est ça qui nous fait penser, puis c'est... nous, on étudie
Avec notre cerveau, Puis, le cerveau. Avec notre cerveau, 2 years le later. cerveau. Tu comprends? Merde, ouais, je comprends. Fait que n'importe quel autre système en médecine, ben OK, notre cerveau étudie nos reins, notre cerveau étudie notre cœur, tu sais, mais en neuro, le cerveau s'étudie C'est beau. soi-même. C'est un beau Inception. Fait que ça, je trouvais ça J'ai jamais super entendu fascinant. ça, c'est vraiment J'ai écrit fascinant ça pour dans moi. mes lettres de motivation pour rentrer en neurologie, ça l'a pogné. Ils me demandaient ça dans mes entrevues, tu sais. Mais là, c'est fini. Là. Si vous voulez le mettre, là, ils vont savoir Non, que vous là, ils avez vont écouté savoir le que ça vient de vient leur de Faut que vous trouviez d'autres choses. Mais ça, je trouvais ça fascinant que de m'en aller dans un domaine où est-ce que on est très au courant qu'on comprend pas tout, puis on n'a pas toutes les réponses. Puis ça fait que, ben moi, juste une fille qui vient de Montréal, qui étudie à Ottawa, je peux contribuer de façon quand même, tu sais, de façon quand même, comment je dis? significative ou... Ouais, Positive. significative à la littérature puis à la collection de données qui va permettre à des avancements scientifiques. Tu sais, c'est quand même le fun de se dire, je m'en vais dans un domaine où est-ce que moi, ma petite goutte dans l'océan, ben, elle a de l'importance, tu sais, parce qu'il y a tellement de choses qui restent à découvrir. Le monde médical demande toute votre énergie. Et pour vrai, vos finances, ça devrait pas être un stress de plus. Étant nous-mêmes résidents en médecine, on sait c'est quoi avoir des questions qui arrivent dès le début de votre parcours, tant sur la marge de crédit, le bon moment pour investir et même plus tard pour l'incorporation. Et c'est pourquoi on est heureux de vous présenter le sponsor de notre podcast, Drouin Gestion Financière. Reconnu dans le monde médical depuis plus de 15 ans, Drouin est une firme de gestion financière qui se consacre exclusivement aux étudiants, résidents en médecine ainsi qu'aux médecins pratiquants. Avec déjà plus de 3000 clients en médecine, leurs atouts majeurs, leur expérience, leur connaissance du domaine médical ainsi que leur indépendance face aux institutions financières. C'est une équipe expert en finance, comptabilité, fiscalité et hypothèque, tous sur le même toit. Ils sont là pour couvrir l'ensemble de votre vie financière, la simplifier, l'optimiser et vous donner la tranquillité d'esprit que vous cherchez. Nous les remercions d'encourager ce podcast et vous encourageons à planifier une rencontre d'introduction gratuite et sans engagement en utilisant le lien sous la description. Puis quand on reprend ton parcours, y a-tu un moment que ça... Parce que là, tu disais, il fallait que ça soit fast-paced, fallait qu'il y ait quand même que tu puisses faire du vrai docteur. Ouais. Là, on peut prendre ça. Comme plutôt comme urgentologue, là, ça faisait beaucoup comme... Ouais. Puis y a-tu vraiment un moment que t'as vraiment il y a une anecdote, quelque chose que, finalement, c'est la neuro, c'est quoi? Je suis convaincue que c'est ça que je veux faire maintenant. J'avais besoin de quelque chose de fast-paced, mais j'avais aussi besoin de quelque chose avec une certaine profondeur, un certain comme follow-up avec les patients sur le long terme, de développer l'aspect très humain avec la médecine. Fait que j'avais besoin de quelque chose qui me permettait d'avoir cette dualité-là dans mon travail. Fait que, puis la médecine interne, je trouvais ça chouette, mais ça me tentait pas de faire le tronc commun de 3 ans que tout le monde, je me suis fait dire c'est très difficile, c'est très demandant, puis j'avais envie d'être... Presque pour la gang. Ouais. Pas du tout. On regrette pas. Mais j'avais envie comme d'être spécialiste dans mon domaine directement. Tu sais, j'avais pas envie surtout de me refaire un autre CARMS. Que c'était garanti que j'allais devoir refaire un autre CARMS si je m'en allais en médecine interne. Puis, la neuro, c'est super complexe. J'étais fascinée par la complexité de la chose, puis je trouvais ça chouette de pouvoir me présenter. Puis, il y a beaucoup de neurophobie en médecine puis en résidence. Les gens trouvent ça complexe, donc ils en ont peur. Donc, ils veulent pas en apprendre plus ou ils disent « Ah, moi, je touche pas à ça parce que je le comprends pas vraiment. » Fait que je trouvais ça vraiment intéressant d'être la personne qui arrive. Ils sont comme « OK, les neurologues sont là, on peut step away, tu sais, puis on les laisse faire le Les travail. » docteurs sont arrivés, là. C'est ça. Tu sais, comme... non, mais je trouvais ça chouette d'être comme l'expert dans un domaine qui est un peu obscur puis que les gens comprennent pas facilement, tu sais. Je suis quand même heureux d'avoir jamais utilisé mon diapason. Je sais pas comment... Non, mais moi, par contre, je parle souvent à l'équipe de neuro, puis je trouve ça vraiment le fun. Radio. Ils ont comme une idée, ils savent où est-ce qu'ils s'en vont, ils te guident dans... Parce que moi, je suis en radio, puis on traite les imageries en aigu, surtout. Ouais. Puis je trouve ça le fun de voir leur raisonnement, puis c'est vraiment comme intéressant, mais j'ai peur aussi de la neuro, là, c'est compliqué. C'est ça. Puis je me voyais pas comme l'image typique d'un neurologue que t'imagines, tu sais, comme ça, pendant comme 3 heures en train de... où est la lésion, tu sais. Puis je me voyais pas vraiment là-dedans, fait que ça m'a fait hésiter au début, parce que j'étais comme, mais moi, c'est pas ça nécessairement ma personnalité. Puis là, en faisant des stages, je me suis rendu compte qu'il y a un côté de la neuro qui est justement très aigu, très... Tu sais, nos patients ils arrivent, sont très malades, sont un peu les mêmes facteurs de risque que les patients qui font des crises cardiaques, par exemple, tu sais, nos patients d'AVC. Fait que je me suis comme retrouvée dans cette branche-là qui est pas nécessairement le
typique profil de neurologue que tu peux imaginer. Mais maintenant que je suis dans le domaine, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens comme moi aussi qui ont cette genre de dualité-là, qu'on est des nerds, mais on aime ça que ça bouge, tu sais, quand même. Puis là, on avance, on est 5 ans plus tard, ouais. On arrive à la fin de la résidence, puis là, il y a d'autres grandes questions qui se posent. Où est-ce qu'on s'en va pour notre pratique, finalement, au complet? C'est quoi? Est-ce qu'on veut faire du communautaire, fellowship? T'es rendu où dans ce type de réflexion-là? Fait que les réflexions, ils doivent se commencer quand même tôt en résidence. Je dirais, dans les 2 premières années, je pensais pas à ça, vraiment. Je faisais juste essayer d'apprendre le plus possible comme une éponge, de survivre au jour le jour avec nos rotations quand même assez difficiles, puis aussi de m'adapter dans un nouveau milieu. Tu sais, moi, j'ai matché à Ottawa en milieu de COVID. Fait que j'ai déménagé à Ottawa. Je pouvais même pas visiter parce que la barrière entre la province, entre l'Ontario et le Québec était fermée. Damn. Donc, j'ai signé un bail dans un appartement. J'avais jamais mis les pieds à Ottawa, comme de ma vie. Puis, je connaissais personne. Donc, il y a eu beaucoup aussi d'adaptation, puis j'ai grandi beaucoup en tant que personne, en tant que médecin, mais aussi en tant que personne, en faisant ce switch-là de déménager dans un environnement que je connaissais pas du tout, puis qui m'a complètement déstabilisée. Puis, j'encourage vraiment les gens à avoir ce genre d'ouverture-là quand ils veulent appliquer à leur match. Tu sais, on dit souvent, moi, j'étais comme, j'ai grandi à Montréal, je vais rester à Montréal. Puis, tu sais, donc, tout ce que je connais. Mais je suis tellement heureuse d'avoir fait ce saut-là, puis de m'être complètement déstabilisée. Puis, tu sais, tu t'arraches les racines, puis tu les replantes, puis tu peux un peu te réinventer comme personne, parce que personne te connaît. Ouais, fait que tu as l'avantage de te présenter, puis les patrons n'ont pas d'idées préconçues de toi, les autres résidents, puis tout. Puis ça m'a tellement fait grandir en tant que personne, là, comme juste de travailler dans un milieu où est-ce que, ben, je pensais pas qu'il allait avoir un tant gros clash de culture entre l'Ontario puis le, tu sais, surtout Ottawa, c'est proche. Mais quand même, tu sais, ma culture québécoise, c'était pas la culture qui était, tu sais, à l'avant de tout ça. Fait que d'être un peu caméléon puis de me réinventer dans un milieu qui était complètement différent. C'est drôle que tu dis ça. Qu'est-ce qui change les différences? Surtout au niveau dans médical. La culture, entre la culture médicale québécoise puis plus anglaise? C'est une bonne question. Ben, moi, tu sais, j'avais déjà été à McGill, fait que c'était déjà un milieu anglophone. Mais je dirais que en tant que francophone à McGill, comparé en tant que francophone à Ottawa, mon français était plus en demande à Ottawa, puis les gens venaient me chercher puis disaient « Hey, toi, t'es importante, on te veut dans l'équipe parce que t'as quelque chose que les autres n'ont pas nécessairement. » Puis on reçoit beaucoup de patients de Gatineau à Ottawa. Donc souvent, c'est difficile de communiquer, pas juste de questions de la langue, mais question de comment les gens culturellement s'expriment. Surtout en euro. Oui, exactement. Communiquer avec nos patients, c'est très, très, très difficile. Puis on le prend pour acquis, communiquer avec nos patients, tu sais, on leur pose des questions, mais nous, nos patients, ils peuvent souvent pas nous répondre. Ils sont pas capables de... Fait que d'être capable de et communiquer avec leur famille et communiquer avec nos patients qui sont souvent aphasiques ou déments ou tu sais, c'est super difficile. Puis pour quelqu'un qui n'a pas cet aspect culturel-là québécois de tous nos patients, je dirais environ 30% de nos patients, c'est des gens de Gatineau qui arrivent. On est le gros centre dans la région. C'est quand même beaucoup. Donc, je voyais que vraiment ma culture québécoise puis mon français était super valorisé, tandis que à Montréal, dans la masse, ça se perdait un peu. Puis les hôpitaux anglophones, tu sais, c'était très... Ben, c'était prisé d'être capable d'être bilingue, mais c'était pas, je trouvais, autant mis de l'avant. On avait, tu sais, pas autant de reconnaissance. Fait que ça, j'ai trouvé ça super, tu sais, d'être dans ce milieu différent-là. Puis l'autre grosse différence entre l'Ontario, c'est les gardes, puis comment les horaires sont faits. Moi, j'avais jamais fait ça, des gardes de 24 heures. En arrivant en Ontario, en médecine, on n'avait jamais eu à faire ça. Puis pour les gens là-bas qui ont fait leur médecine en Ontario, ben eux, ils l'ont fait pendant leur médecine. Puis c'est comme, ils sont habitués à cet horaire-là. Ça a été un gros choc? Ben, c'était... Ouais, c'est pas facile. Ça l'est encore pas. Je veux dire, on trouve des trucs, mais ça m'a bousillé. J'écoutais votre épisode sur le sommeil, justement, récemment. Ça m'a bousillé mon cycle de sommeil et causé des problèmes d'anxiété et d'insomnie au début, mais on trouve nos trucs, tu sais, pour arriver à... C'est un apprentissage de pouvoir faire des gardes de 24 heures. Mais c'était une grosse adaptation. Puis il y a tout le temps des différences
institutionnel entre les différentes institutions. Puis moi, ben j'avais pas fait de stage à option dans d'autres écoles parce que, justement, j'ai fait ma médecine pendant le COVID. Fait que je connaissais rien d'autre que la culture à McGill. Ouais. Fait que ça aussi, c'était un choc d'arriver, OK, ben on appelle le patron à tel moment ou on les appelle pas ou l'urgence s'attend à ce qu'on fasse la consulte de telle façon ou, tu sais, le patient est acquis. Tu sais, toutes des petites affaires comme ça que... Tu dois t'adapter à cette on devait nouvelle s'adapter, réalité. exactement. En plus d'être relativement loin de ma famille, assez pour que je puisse pas, tu sais, les voir de façon régulière, puis de mes amis que j'avais à Montréal aussi. Mais encore là, aucun regret. Je suis tellement contente parce que ça m'a ouvert. Je pense pas que je serais dans la position où je suis en ce moment de me projeter dans ma carrière ou quelle j'envisage en ce moment si j'avais pas fait ce saut-là puis si j'étais restée. Puis justement, t'es comme un peu en fin de parcours. Mais fin de parcours. Ouais. T'en restes un an encore, là, mais ça s'en vient. Raconte-nous un peu ton cheminement, de comment t'as décidé, qu'est-ce que tu vas faire exactement en premier. Ouais. Puis comment t'as fait ton processus. Ouais. Donc, moi, j'ai appliqué en soins intensifs neurologiques, qui n'était pas du tout ce que je m'attendais à faire quand j'ai commencé ma résidence. Pendant mes entrevues, j'ai dit, moi, je vais faire des soins de commotion cérébrale. Parce que je me disais, c'est ce que je voulais de la physiatrie au début, fait que c'est comme l'embranchement entre les deux. Ouais. Puis j'ai vu mon premier patient de commotion cérébrale, j'étais comme... Ouh, c'est pas ça que je vais faire dans la vie. Pourquoi? De un, j'aime pas trop le rythme de la clinique. Okay. Moi, je suis vraiment plus quelqu'un qui veut travailler en hôpital. Okay. J'aime ça être capable d'avoir mon propre rythme dans ma journée. Puis quand t'es en clinique, ben t'as des patients bookés à des heures précises. Puis tu peux pas, si tu prendre plus de temps avec un patient, ben les autres patients sont fâchés contre toi parce que t'es en retard dans ta clinique. Ouais. J'aime être... la personne qui reçoit ou la patiente à l'hôpital puis qui doit faire ce travail diagnostique-là. Des cas beaucoup plus aigus, encore là, qui rejoignent mon intérêt vers la médecine un peu plus, c'est ça, aigu. Donc, en commençant ma résidence, je pensais vraiment pas m'en aller dans quelque chose comme ça, mais j'ai rapidement réalisé que, tu sais, en étant quelqu'un qui est toujours prête à se faire changer d'idée, mes stages d'AVC, je tripais dans mes stages d'AVC. Les gens arrivent, puis encore là, un stroke code, il n'y a pas de grande situation qui est plus intense que ça. À l'hôpital, on a la priorité sur tout. Tout le monde se tasse quand on arrive, puis time is brain. Yep. On doit, en dedans de 5 minutes, avoir évalué notre patient, puis l'avoir amené au scan, puis faire une décision. Puis ça, je trouvais ça vraiment trippant. Puis mes patrons d'AVC, tu sais, sur l'équipe d'AVC, ils me rejoignaient plus en tant de personnalité aussi, tu sais. C'est du monde d'action un peu plus. Fait que ça, je savais que j'avais adoré ça, mais on fait des stages obligatoires en soins intensifs en R1, là, tu sais, dans nos stages autres que la neuro. Ouais, les ectopiques. Les ectopiques, exact. Puis je me rappelle, la veille de ma première journée aux soins intensifs, j'ai pas dormi parce que j'étais tellement anxieuse. Fait que j'avais une garde de 24 heures, puis j'avais pas dormi la nuit d'avant. Et j'avais pas dormi pendant comme 48 heures. Puis malgré ça, j'ai fini ma première garde de 24 heures, puis j'avais jamais eu autant d'énergie j'étais comme... Je referais un autre 24 heures. Okay. Tu roulais sur le cortisol puis l'adrénaline. Ah ouais, exactement. Tandis qu'une journée de 9 à 4 en clinique, ça me draine. Ouais. C'est bizarre. 100%. Je travaille beaucoup plus d'heures quand je suis aux soins, mais ça m'énergise. Puis le fait, il n'y a pas beaucoup de scénarios comme aux soins intensifs que tu as autant besoin de chaque membre de l'équipe est une partie tellement essentielle. Tu ne survivrais pas sans les infirmières et leur expertise, sans le ou la pharmacienne aux soins intensifs, sans les patrons, les fellows. Puis tout le monde arrive avec un background différent aux soins intensifs. Il y a des anesthésistes, il y a des chirurgiens, il y a des gens en médecine interne. Puis tout le monde arrive avec une perspective différente, puis se met ensemble, puis trouve des solutions à des problèmes complexes. Tu sais, des patients avec plusieurs pathologies puis des problèmes complexes. Fait que ça, je trouvais ça super stimulant. Puis comment t'as vécu ça comme résidente senior pour commencer à prendre cet intérêt-là, puis aller chercher qu'est-ce qui existe éventuellement comme fellowship? Parce que moi aussi, je commence à le vivre, là, de justement la recherche des fellows. Comment toi, tu l'as approché? C'était super difficile parce que j'avais pas de modèle. Moi, j'étais comme, OK, j'ai aimé mes 2 stages de soins en première année, mais je connaissais personne qui était neurologue et intensiviste. Fait que là, je devais un peu forger mon propre chemin. J'avais personne pour me donner des exemples. Donc,
je me suis dit en premier, est-ce que j'ai aimé mes stages de soins ou j'ai aimé les gens avec qui j'ai travaillé aux soins? C'est très différent. Puis ça m'est arrivé aussi en médecine. C'est pour ça que j'aimais mes stages de chirurgie. J'aimais l'équipe, j'aimais les gens, je m'entendais bien, puis je me faisais des connexions, tu sais, interpersonnelles avec les gens de l'équipe facilement. Ouais. Puis là, tu te dis, est-ce que j'ai aimé mon stage parce que j'ai aimé telle personne avec qui j'ai travaillé ou je me verrais vraiment faire ça? Je trouve que c'est tellement vrai. Il y a n'importe quelle spécialité avec la bonne équipe, c'est la meilleure spécialité. Exact. Absolument. Exact. Ouais. Fait que là, j'étais dans une position où je devais faire plus de rotation puis aller voir un peu ailleurs pour voir si, OK, c'est-tu vraiment la spécialité que j'aime ou encore là, c'était juste l'équipe. Puis est-ce que j'aimerais ça dans un contexte différent du contexte où je l'ai fait à Ottawa? Donc, j'ai refait un autre stage de soins intensifs électifs en 2e année de neuro, où là, j'étais vraiment la senior dans l'équipe de soins intensifs et que c'était moi qui étais tout seul la nuit avec les 35 patients des soins puis le patron ou la patronne à la maison. Puis j'avais un junior qui travaillait avec moi, tu sais, de façon en équipe pendant la nuit. Fait que là, je me suis vraiment, tu sais, jetée dans l'eau sans vraiment savoir si j'allais nager ou caler. Puis j'ai encore là trippé sur ce stage-là avec plus de responsabilités. Parce qu'au début, en R1, mes responsabilités étaient moindres. Puis c'était surtout quand t'arrives en R1, puis ils sont comme, ah, toi, t'es en neuro. Ah ben, viens voir ce patient-là, puis aide-nous à trouver c'est quoi le problème. Puis je suis comme, non, mais je suis pas neurologue, là. Moi, là, j'ai fait 2 mois de neurologie. Je suis pas rendue là encore. Mais ça malgré ça, tu sais, ils voyaient que j'étais super intéressée, que je restais après, tu sais, après que les rondes étaient finies, puis j'étais comme, ah, je peux-tu faire cette ligne-là? Tu m'apprendrais-tu à faire des libs, tu sais, des lignes subclaviennes, puis des procédures, puis tout, puis j'étais comme celle qui était tout le temps là, même si c'était pas mes patients, tu sais, je voulais tout apprendre comme intérêt, c'est ça, puis, exactement. Mais c'était vraiment parce que j'étais fascinée. Puis c'était un peu ça que j'avais vécu dans mes stages de neuro quand j'étais en médecine. Fait que je reconnaissais ce feeling-là. Fait que là, je me suis dit, OK, j'ai aimé ça, mes stages. Maintenant, je vais aller voir ailleurs, dans d'autres institutions, si ça confirme vraiment, tu sais, mon désir de faire ça. Puis j'ai fait un stage à McGill, à l'Institut de neuro, qui ont des soins intensifs neurologiques. Puis j'ai fait un stage à New York, dans un hôpital américain à New York. Parce que ce domaine-là, qui n'est pas encore très évolué au Canada, il n'y a pas beaucoup de neurologues qui font des soins intensifs. Puis la majorité des neurologues qui font des soins intensifs, ils font un fellowship de soins de médecine interne. Donc, ils appliquent dans le même CARMS que tout le monde en médecine interne applique. Puis, ils deviennent des intensivistes généraux avec un background en neuro. OK. Moi, j'avais plus envie d'être une neuro-intensiviste. Je trouvais ça le fun de prendre soin. Je voulais pas perdre ma neurologie. Et je voulais prendre soin des patients malades en neurologie dans un contexte de soins intensifs. C'est ça qui m'intéressait. Fait que c'est pour ça que je me suis tournée plus vers un fellowship aux États-Unis, qui était pas du tout quelque chose qui était dans les cartes, encore là, quand j'ai commencé ma médecine ou quand j'ai commencé ma résidence. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait une expertise là-bas que je pouvais aller chercher puis potentiellement ramener. À New York. Ouais, ben à New York étant un des endroits. Tu veux dire aux États-Unis, vu qu'ils ont plus développé En général, ouais, c'est ça. Les États-Unis ont un peu une façon différente où est-ce que, un peu comme on a des soins instituts coronariens, tu sais, des CCU pour les patients cardiaques, ben, aux États-Unis, ils ont la même chose, mais pour les patients en neuro. Okay. C'est comme des soins intensifs séparés. Les patients avec des gros AVC, des hémorragies subarachnoïdiennes, des traumas crâniens, ils vont aux soins intensifs neurologiques et non dans les soins généraux. Comme le modèle qu'on a. Exactement. Mais ça, j'aurais jamais découvert ça si je m'étais pas mis dans des situations où est-ce que je pouvais interagir avec les experts dans ce domaine-là. Donc, je suis allée à tout plein de conférences. Donc, je m'étais dit, c'est ça un peu le domaine qui m'intéresse. Donc, je me suis inscrite à des conférences. J'avais quelques projets de recherche que j'avais fait avec mes mentors, plus en AVC. Mais tu sais, il y a comme un overlap. Ouais, c'est ça, il y a un overlap. Donc, je me suis inscrite à des conférences, puis je suis partie tout seule. Je connaissais personne. J'ai acheté mon billet d'avion, réservé mon hôtel, puis je suis allée présenter mes petits posters à des conférences de neuro-ICU. Une d'entre elles à San Diego, qui est une ville incroyable. J'ai passé, c'était comme une vacance en même temps que ma conférence, c'était super. Mais je suis allée à ces conférences-là, encore là, je connaissais personne. Puis j'ai regardé la liste des gens qui étaient invités à la conférence, puis j'ai dit,
OK, ça, c'est un directeur de programme, ça, c'est une directrice de programme. Puis comme si tu les regardais un peu sur LinkedIn, je regardais, bon, OK, quel genre de recherche ils font, ces gens-là, à quel hôpital ils travaillent, puis leur programme a l'air de quoi, puis j'allais leur parler ou je leur envoyais des cold emails, puis j'étais comme, moi, je suis une étudiante en neuro canadienne, puis ça m'intéresse. Puis les gens sont tellement ouverts quand ils voient que tu es intéressé. Tu leur écrivais à l'avance ou bien Ouais, ou j'allais les voir, je voyais, OK, ils donnent telle conférence à 2 heures, je me présentais, j'écoutais leur talk, puis j'allais leur parler après. Guys, write notes. Ouais. C'est quand même la bonne préparation. Oui, mais c'est pas dans ma nature d'être quelqu'un comme ça, mais encore là, je me forçais à me mettre hors de ma zone de confort parce que j'étais comme, sinon, comment est-ce qu'ils vont... Moi, j'ai pas rapport en appliquant aux États-Unis, j'ai pas le même background, j'ai même pas de bac. Pour, tu sais, aux États-Unis, eux, il y a personne qui fait pas de bac ou d'autres études, tu sais, avant d'appliquer en médecine. Et je me disais, comment est-ce que je vais me démarquer? Mais c'est... Appliquer au fellowship, c'est plus de relations interpersonnelles, puis c'est plus qui tu connais, puis à qui t'as parlé, puis qui t'a donné des références, plus que CARMS, qui est plus standardisé un peu. Ouais, c'est du networking. C'est plus de networking. Puis en médecine, c'est pas naturel, là. On n'est pas... c'est pas comme en finance, par exemple. Pas comme en finance, en droit, où est-ce que, tu sais, t'as des événements de networking, puis t'apprennes comment faire. Moi, j'avais aucune idée comment faire ça, là. Mais j'étais comme, ben, il faut que je me mouille, puis que je me lance. Sinon, comment ils vont regarder mon application quand je vais appliquer en R4, puis ils vont être comme, c'est qui cette fille-là? Pourquoi on la prendrait elle, tu sais. Fait que j'ai formé des connexions incroyables, juste. C'est comme ça que j'ai eu mon stage à New York en R4. Fait que l'année dernière, exactement, à ce temps-ci de l'année, au début de mon R4, c'est quelqu'un que j'avais rencontré à une conférence. Puis j'étais comme, comment est-ce que je peux aller plus loin puis voir vraiment si c'est ça, tu sais, l'environnement de travail que je voulais. Puis ça allait juste vraiment confirmer que, OK, ça, c'est l'environnement dans lequel je veux faire mon training puis l'expertise que je veux acquérir. Mais j'aurais jamais été capable de savoir ça si je m'étais pas lancée. Ouais, exactement. Puis tantôt, en pré-enregistrement, tu nous parlais d'un défi qui s'en venait pour pouvoir aller faire ton fellowship. Je te laisserai nous déballer ça, finalement. C'est très différent, l'application au fellowship aux États-Unis versus au Canada. Au Canada, c'est rare que c'est des matchs, les applications au fellowship, sauf justement le match de CARMS de médecine interne, mais c'est beaucoup de on serre la main, on signe un contrat, puis on s'apprécie, puis ça va. Bon. Aux États-Unis, il y a beaucoup c'est des matchs, un peu comme CARMS. Puis moi, je m'étais fait dire en médecine, puis en résidence, les fameux examens américains, les USMLE. Bon. Step 1, Step 2. Step 1, Step 2, Step 3. Il y en a 3. Puis je m'étais fait dire, t'en as pas besoin, parce que si tu veux juste aller faire un fellowship, t'en as pas besoin, il y a pas de problème, tu peux juste appliquer direct. Puis là, je faisais mes petites recherches pour appliquer en R3 quand je savais un peu que c'était dans ça que je m'enlignais. Puis là, je me suis rendu compte rapidement que c'est pas tout à fait vrai qu'on n'a pas besoin de ces fameux examens-là. Puis moi, j'aurais dû les faire quand j'étais en médecine, en 2e année de médecine, où est-ce que toute ma cohorte à McGill les faisait. Puis moi, j'ai profité de mon été, puis je suis allée en voyage. Puis, tu sais, je voulais pas étudier pour les steps. Puis là, je me suis rendu compte rapidement que t'en as pas nécessairement besoin pour avoir un visa qui te donne un visa étudiant aux États-Unis. Il y a 2 types de visas rapidement. Le J1, qui est comme un visa étudiant. H1B, qui est un visa de travail. Okay. Donc, il te permettrait aussi de rester aux États-Unis après si tu voulais rester. Si, mettons, t'aimes ton fellowship puis tu dis « Hey, j'ai une opportunité puis je resterai là-bas. » Puis, pour avoir un visa étudiant J1, t'as pas besoin des examens USMLE, mais t'as besoin des examens USMLE pour avoir un permis de travail en tant que médecin. Comme l'équivalent de, mettons, en Ontario, la CPSO qui te donne l'association des médecins, le board des médecins. Le collège des médecins. Le collège des médecins requiert ces examens-là parce que sinon, ils reconnaissent pas nécessairement notre diplôme canadien. OK. Fait que c'est quand même... Puis il faut que tu regardes État par État. Tous les États américains ont des règles différentes. Fait que là, moi, Fait que là, il fallait que j'aille État par État sur le site du board de l'État de New York, de l'État de la Californie, puis aller voir s'ils requieraient les examens. Puis je me suis rapidement rendu compte que la majorité, t'en as besoin. C'est quand même,
pour ceux qui sont à la maison, c'est un bon point à garder en tête. Ouais, de s'informer par rapport à ça aussi. Ouais, fait que si jamais là, c'est même une petite considération dans votre tête, là, une petite graine d'idée que ça va peut-être être une option d'aller aux États-Unis, je vous conseillerais vraiment de comme regarder ce processus-là le plus tôt possible, parce que le plus tard tu remets ces examens-là, le pire. Ne soyez pas comme moi. Et après avoir étudié pendant 12 mois pour le Collège Royal, j'ai fini au mois de mars, je me suis donné 1 mois off, puis j'ai recommencé à étudier pour les Pour le steps. step 1. Puis là, je vais passer tout mon R5 à faire mes examens, mes steps, pour être prête pour le fellowship. Puis c'est des notions qui remontent quand même. Il y a beaucoup Dans de ça. l'histologie. J'ai que pas... tu dois du plus l'estomac, utiliser là. du tout là, en ce moment. Soit jamais appris ces concepts-là parce qu'ils ont beaucoup d'emphase sur la patho, beaucoup d'emphase sur la biochimie. Le Krebs cycle, là, j'avais pas pensé à ça depuis... Longtemps. Ben, ça fait 8-9 ans. Là. Puis là, je dois me remettre à étudier en étant fatiguée après avoir fait 1 an au complet de stress de Collège Royal. C'était pas le fun. Donc, je conseille, faites pas comme moi. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Mais ça m'a pris de faire mes recherches tout seul, puis il y avait personne qui en parlait vraiment. Donc, puis pour mettre toutes les chances de mes côtés, je fais les 3 examens, puis surtout avec les relations avec les États-Unis en ce moment, on sait jamais. Des fois, j'ai des amis qui se sont fait enlever ou retarder leur visa parce que il y avait des problèmes avec les douanes, puis les relations avec les États-Unis. Il y a certaines universités c'est difficile de prendre des Canadiens en ce moment. Donc, ça prend beaucoup de recherche, puis de préparation, puis de planification que je m'attendais pas. Parce que la majorité des gens, ils disent « Ah, ton fellow, commence à y penser en R4, tu sais. » C'est exactement ça qu'on entend. Non. Si moi, j'avais commencé à planifier en R4, j'aurais jamais été capable d'appliquer. Fait que moi, mon timeline, pour matcher en juillet 2026, qui est juillet l'année prochaine, j'ai appliqué au mois de janvier. Mes entrevues étaient du mois de février au mois de juin. C'était toutes des entrevues de 6 heures de temps comme virtuelles. Après se faire visiter. Intense. C'est un gros processus. Puis là, mon match, c'est dans 2 semaines. On te souhaite la meilleure des chances. Merci. Mais toutes les écoles me demandaient, mais là, as-tu tes examens, sont-ils faits? Puis j'étais comme, inquiétez-vous pas, ils vont être faits par le temps que j'applique. Inquiétez-vous pas, les examens vont être faits, mais ils me l'ont tous demandé. Et si j'avais pas fait cette préparation-là, j'aurais pas su. Laurent, c'était très intéressant. C'est un parcours qui est quand même... un, Alexandre de la Province, il a tout expliqué ça, puis 2, une spécialité qu'on connaît moins. En terminant, il y a une des occasions qu'on offre à tous nos invités, c'est si tu avais à parler avec la personne que tu étais il y a 10 ans, il y a 15 ans, est-ce que tu aurais des conseils? Est-ce que tu as des choses que tu voudrais lui dire à ce moment-là? C'est drôle parce que je me remets exactement, en faisant un match en ce moment, je me remets exactement dans les souliers de, je veux dire, la petite fille de 23 ans, tu sais, qui venait de finir sa médecine, qui appliquait en neuro, puis qui était tellement pas sûre d'elle à travers tout ce processus-là. Puis tout, justement, le growth qui a eu lieu dans les 4 dernières années, je me retrouve ici en ce moment, puis je suis tellement plus confiante, puis bien dans mes décisions, puis bien dans ma peau, puis j'apporte quelque chose que je sais à un certain programme, je sais où est-ce que je m'en vais, puis je sais que j'apporte quelque chose que les programmes recherchent. Mes entrevues, c'était beaucoup plus eux qui essayent de se vendre que moi qui essayais de me vendre. Puis cette jeune fille-là qui appliquait la première fois à son match, j'aimerais ça lui dire que de se déraciner puis de s'enlever de sa zone de confort, c'est la meilleure chose qui aurait pu lui arriver personnellement et professionnellement. Puis j'essaie de continuer d'avoir cette mentalité-là, même dans les autres aspects de ma vie. On n'est pas confortable en médecine d'être pas bon à quelque chose. C'est vrai. Moi, j'étais une athlète, j'avais du succès dans cet aspect-là. J'étais la meilleure de classe tout le temps. J'ai jamais appris à être pas bonne à quelque chose ou à avoir mon parcours était très, très linéaire, puis j'en suis super reconnaissante. Mais j'essaye, même dans les aspects différents de ma vie, de me mettre dans des situations où est-ce que je sais que je vais trouver ça difficile ou que je vais juste pas exceller, puis de prendre ça puis de l'utiliser comme une opportunité pour en grandir, puis en ressortir une meilleure personne, une meilleure clinicienne, une meilleure personne pour ma famille puis pour les gens alentour de moi.
Fait que c'est vraiment ça, tu sais, de pas hésiter à se sortir complètement de leur zone de confort. Puis dans 2 ans, quand je vais finir mon fellowship, puis je vais avoir tout ce bagage-là, je vais être capable de ramener ça, puis n'importe quel programme qui va vouloir m'engager va être chanceux d'avoir quelqu'un qui ramène cette expertise-là. Mais ça, je pourrais pas faire ça si j'avais pas misé sur moi-même, puis je m'étais pas mis dans des situations qui m'avaient vraiment sorti de cette zone de confort-là. Absolument. Ouais. Incroyable. Ben, merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Merci à vous. Pour tous ceux qui sont à la maison, je vous invite à suivre Laurence sur les différents réseaux sociaux. J'ai compris que tu avais un bon TikTok qui était assez élaboré. Neurodoc Diary, c'est mon TikTok. Fait que écrivez-moi. Il y a plein de monde qui m'écrivent tout le temps, qui me posent des questions par rapport à mon parcours. Puis j'adore ça, interagir avec les gens, soit en médecine, soit qui sont intéressés par la neuro. Fait que... Merci Laurence d'être venue. Merci pour ta générosité avec ton parcours et tes anecdotes. C'est ce qui conclut le podcast, en fait. On te remercie, puis on se dit à la prochaine.